Comment trouver du paillage gratuitement, comment pailler ton jardin, comment la mauvaise herbe, pourquoi la mauvaise herbe est ton meilleur paillage en été. On va voir aussi les erreurs courantes du paillage. Voilà, cet épisode, c'est la suite de l'épisode d'avant qui parle justement de tous les types de paillage, où je décris les avantages, les inconvénients de tous les types de paillage. Et du coup, là, c'est la partie 2. On va voir comment trouver du paillage, on va voir voilà, comment pailler son jardin, etc. etc. Donc, je t'invite à, si tu n'as pas forcément envie de savoir tous les différents types de paillage, tu peux écouter cet épisode. Mais si tu as envie vraiment de tout connaître, tout savoir sur le paillage, je te mettrai le lien dans la description de l'ancien épisode. Sinon, tu vas le chercher, c'est celui qui est juste avant celui-ci. Et il y a un article qui est relié aussi à ces deux épisodes où ça résume tout. Donc voilà, c'est parti. Pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce, à partager ce podcast. Ça m'aide, ça me soutient et ça me montre aussi que ça aide. Donc ça m'incite à continuer. Donc merci à toi de partager, de t'abonner, etc., etc. Donc on va voir comment trouver du paillage gratuitement. Et pour trouver du paillage gratuitement, comme je le disais dans l'autre épisode, le meilleur paillage, c'est celui que tu produis dans ton jardin, comme la tonte de gazon, etc., etc. Ça, on en parle un peu plus dans l'autre épisode. Mais là, ce dont je voulais parler ici, c'est on va utiliser le zonage en permaculture. Parce que le zonage, il y a un zonage en permaculture dans la façon dont tu te déplaces en dehors de chez toi. Parce que tu sais, en permaculture, on va sélectionner, on va zoner le jardin pour intensifier certaines zones au niveau du travail, au niveau de la culture, au niveau des récoltes. On va intensifier certaines zones par rapport à d'autres. Et donc, c'est aussi en fonction de le temps qu'on va passer dans les zones. La zone 0, on va passer beaucoup de temps. Voilà, la zone 0, en gros, c'est le lieu de vie. Ça peut être ton appartement, ta maison. La zone 1, ça va être l'environnement extérieur direct. Ça va être là où tu vas mettre plutôt le composteur, etc., etc. On ne va pas aller dans le détail dans toutes les zones. Mais en gros, on va utiliser le zonage en permaculture pour réfléchir à aussi comment est-ce que toi, tu as un zonage dans tes déplacements en dehors de chez toi. Tu vois, c'est comme si on dézoomait en fait. Le zonage en permaculture, voilà, on est sur le jardin, la maison, etc. Là, on va dézoomer, on va prendre un peu de recul et on va se dire, la zone 0, ça va être chez toi. Ça va être ton appartement. Toujours pareil, zone 0, ça reste le lieu de vie, donc appartement, maison, etc. Zone 1, ça va être ton jardin. Même si c'est un grand jardin avec une forêt, etc., c'est la zone 1, donc ça va être ton jardin, ta terrasse, ton balcon, voilà, ça peut être aussi le voisin à qui tu vas demander de la paille ou autre. Et donc voilà, la zone 2, ça va plutôt être tes habitudes de déplacement régulières. Par exemple, tu vas aller au travail pratiquement tous les jours, tu vas faire tes courses plusieurs fois par semaine, tu vas aller te balader ou autre dans le parc ou dans la forêt, pareil, c'est régulier, c'est des choses que tu fais régulièrement. Ça, c'est la zone 2. La zone 3, ça va être tes habitudes. Ce que tu peux faire là, c'est déjà faire un tableau où ça, c'est un super tableau qui sert vraiment bien pour trouver des ressources autour de chez toi. Ça peut être de la paille, ça peut être plein d'autres choses. Moi, je le conseille tout le temps de le faire avec mes clients. On fait tout le temps ça, zonage, comment est-ce qu'on peut trouver des matières organiques pas loin de chez soi. Donc, tes habitudes de déplacement qui sont pas plutôt irrégulières, on va dire occasionnelles. Ça va être quand tu vas aller voir de la famille, quand tu vas aller voir des amis, des loisirs. Après, ça dépend aussi si tu es plutôt quelqu'un qui est très famille, très ami. Donc là, ça va être peut-être beaucoup plus régulier qu'une personne qui va aller voir sa famille ou ses amis un peu moins souvent. Donc après, ça dépend aussi de toi, ton mode de vie. Les habitudes de déplacement qui vont être un peu plus ponctuelles, où là, ça va être plutôt en fonction de la saison. Comme par exemple, de temps en temps, tu vas aller à la jardinerie, ou tu vas aller voir le menuisier, ou je sais pas, tu vois. Ça, c'est la zone 4. Et ensuite, tu peux avoir la zone 5, qui vont être vraiment des déplacements qui sont quand même rares, inhabituels, comme par exemple le rayon désherbant de ton supermarché. Mais voilà, donc tu as la zone 0, le lieu de vie, la zone 1, jardin, terrasse, voisin, zone 2, plutôt travail, courses, le parc, la forêt, zone 3, visite chez les amis, la famille, etc. Zone 4, jardinerie, menuiserie, etc., etc.
et zone 5, les trucs qu'on fait vraiment très rarement, voire quasiment jamais, quoi. Ouais, bref, ça on peut pas trop le prévoir, mais bon, tu divises ça, tu fais tes 5 zones et tu notes où est-ce que je peux découvrir, où est-ce qu'il y a, après il faut voir l'épisode d'avant, où est-ce que je peux trouver de la paille, où est-ce que je peux trouver du foin, est-ce que là il y a du BRF, etc., etc. Et ça déjà, ça va te permettre de trouver tout simplement, grâce au zonage en permaculture, de la paille gratuitement autour de chez toi. C'est aussi important de s'adapter selon les saisons. Voilà, comme je disais dans l'autre podcast, le gazon, ça va être plutôt le printemps et l'été, où tu vas avoir beaucoup de gazon, même si tu en as un petit peu toute l'année. Mais la tonte de gazon, ça va être surtout au printemps et un peu à l'été, ça dépend des années. Et les feuilles mortes, ça va plutôt être à l'automne et un petit peu l'hiver. Ça dépend aussi du nombre d'arbres que tu as dans ton jardin, quoi. C'est important, voilà, de se caler aussi sur les saisons. Pareil, si tu veux récupérer du BRF, le BRF, c'est plutôt au moment où on fait de l'élagage, tu vois. Donc voilà, c'est aussi important selon les saisons, tu vas avoir plus de facilité à trouver tel ou tel paillage. Après, je vais te donner quelques pistes pour plus facilement trouver du paillage, et toujours gratuitement. Le carton. Vraiment, si tu es en galère de paillage un jour, t'as pas de feuilles mortes, t'as pas de paille, t'as pas de foin, t'as rien, eh ben sache que le carton, tu peux l'utiliser tout simplement en guise de paillage. Non, c'est pas Emilia Zip, c'est comment elle s'appelle, Patricia Lanza. C'est celle qui a inventé, entre guillemets, non, elle n'a pas inventé, mais elle a popularisé la culture en lasagne dans les années 90, et c'est un peu grâce à elle aussi qu'après le mouvement permaculture s'en est emparé. Mais à la base, c'est elle qui en a parlé dans ses bouquins. Patricia Lanza, je t'invite à faire tes recherches. Et du coup, elle a inventé ce truc au fond de sa lasagne, bien mettre toujours un carton. Je ne sais plus pourquoi je disais ça exactement, mais en gros, elle mettait même des journaux, tout simplement, pour éviter que les herbes poussent. Mais voilà, le carton, les journaux avec de l'encre végétale, ce qui est le cas normalement aujourd'hui, même le carton comme journaux, si c'est, je sais pas s'il y a le label NF, tu sais, norme française ou je sais pas quoi, normalement, c'est du carton qui n'a pas de fongicide, parce que souvent les cartons, je sais pas, quand ça vient de Chine ou autre, c'est possible que pour pas qu'il y ait de champignons qui se développent pendant le transport, ils mettent des fongicides, et en plus, dans les encres, il peut y avoir du plomb. Donc voilà, si normalement ton carton, ton journal, il est aux normes françaises, normes européennes, tu devrais avoir des encres végétales et aussi pas de fongicides. Donc le carton, ça peut être un bon substitut à la paille, au foin, à un paillage que tu n'as pas. Ensuite, de la taille de végétaux, tout simplement. Si toi tu fais, je sais pas, si tu as une haie que tu tailles chaque année, ou si tu as de la taille prévue, je sais pas, même ton voisin s'il taille, tu peux récupérer. Si tu as un petit broyeur, c'est encore mieux. De la taille de végétaux. Alors attention, pareil, je le disais dans l'épisode précédent sur le BRF, attention aux conifères. C'est des végétaux donc qui vont acidifier le sol. Donc on va pas mettre de la taille de végétaux de conifères. Après voilà, c'est rare qu'on taille des sapins, mais voilà, ça peut arriver par exemple si ton voisin, je sais pas, il a une haie de cyprès ou de thuya, on va pas forcément récupérer ça pour faire du paillage. Après ça dépend, hein, tu peux le mettre aussi sous la même haie, hein, mais voilà, il y a toujours une utilité. De toute façon, on va pas ramener ça à la déchetterie, ça sert à rien. Même une taille de conifère, tu peux la réutiliser déjà quelque part. Après, attention, certains conifères, j'ai plus exactement les espèces en tête, mais ça peut être, je sais pas, le cèdre, je sais pas, je crois que c'est du cèdre. Certaines variétés de cèdre ou espèces de cèdre, en fait, elles font des racines. Ils font des racines, c'est-à-dire que, en fait, au-dessus du sol, leurs racines vont faire sortir des morceaux de racines. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, il va y avoir des pics qui vont sortir du sol. Et je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais ces pics, si toi tu commences à mettre du paillage par-dessus, si tu les piétines trop, ou tu ratisses trop au pied de cet arbre, et en fait, ça peut l'empêcher de tout simplement être en bonne santé, et il peut dépérir. Donc attention aussi, certains conifères ont besoin d'avoir un sol pas forcément
tu vois, trop paillé, quoi. Donc à vérifier aussi. Voilà, après, si ton voisin il a un conifère et qui t'empêche d'avoir du soleil dans ton potager, et ben là oui, tu peux mettre du paillage, comme ça va tuer son arbre et toi tu vas avoir du soleil pour avoir des belles tomates cet été. Mais non, c'est pas sympa, c'est pas sympa pour le voisin. Donc voilà, nous oublie ce que je t'ai dit. Taille de végétaux. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est intégrer des végétaux qui produisent de la biomasse. Donc, quand tu fais le design de ton jardin, tu choisis des végétaux. En général, quand on est dans la permaculture, quand on cherche à être autonome en alimentation, autonome alimentaire, eh ben, on va chercher à mettre beaucoup d'arbres fruitiers. Mais on oublie par exemple le chalef. C'est un arbre qui va nourrir ton sol. Parce que les arbres fruitiers, ok, ils produisent des fruits, mais ça veut dire aussi qu'ils ont faim, ils ont besoin de nourriture. Donc si tu mets que des arbres fruitiers de partout, eh ben au bout d'un moment ton sol il va s'épuiser, quoi. Il va pas être assez capable de se régénérer tout autant que tu mets de fruitiers, quoi. Donc le chalef, c'est un super arbre pour ça. Il va nourrir ton sol, dans ses racines, il va capter l'azote de l'air et du coup il va nourrir ton sol. Et pareil, c'est un arbre, c'est intéressant parce que c'est un arbre qui pousse, qui fait des grandes pousses. Tu vois, il va faire des grandes pousses toutes les années et voilà, tu peux le tailler. Et pareil, ces tailles de végétaux, elles sont très riches et il y en a beaucoup, beaucoup d'un coup. Donc c'est intéressant. Après, tu as plein d'autres plantes qui poussent vite et qui font rapidement de la biomasse, comme le miscanthus, et etc., etc. Donc, intégrer des végétaux qui produisent beaucoup de biomasse, qui poussent rapidement. On en parlait aussi dans l'ancien podcast. Tu as, comment ça s'appelle, le catalpa, le paulownia, tous ces arbres aussi, ça fait beaucoup de matière organique, des grandes feuilles, et, etc., etc. Donc voilà, tu as ça. Tu peux aussi aller jeter un œil du côté des champignonnières. J'ai un voisin qui, lui, travaille du côté de Lyon et parfois quand il rentre de Lyon, il s'arrête, je sais plus où exactement, vers Fézin, je sais plus. Et en fait là-bas il y a une champignonnière et donc il cultive des champignons dans des gros ballotins, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est pas du marc de café avec voilà de la paille. Ouais, je crois que c'est de la paille avec du marc de café, je crois. Et du coup, il cultive les champignons et en fait ils s'en servent qu'une seule fois. C'est-à-dire que ils vont faire un ballotin pour faire la culture de champignons, et dès qu'il y a une première tournée de champignons, ou peut-être deux, je sais pas, bah, je crois que c'est une, hein. Dès qu'il y a une première tournée de champignons, ils récoltent les champignons et ils mettent le truc à la poubelle. En fait, ils s'en débarrassent, on va y arriver, et du coup, eh ben, après ils refont une nouvelle paille ils refont un nouveau ballotin, et le vieux truc il s'en débarrasse. Donc ça c'est donné en fait. Voilà, qui en veut, quoi. N'importe qui peut passer et récupérer ça. Ils sont d'accord avec ça. Et du coup, ce collègue, lui, il en récupère et après il les met chez lui dans la serre ou autre et il laisse, en fait, il l'arrose. Et après, il y a une autre tournée de champignons qui vient. Ils sont moins gros et moins jolis, mais ça fonctionne quand même. Et après, ce que je lui ai conseillé de faire justement, c'est de garder ça et de le réutiliser au jardin en paillage. Donc ça, c'est aussi une super ressource de... Si sur ton trajet de travail, tu as fait le tableau que je t'ai dit au début de ce podcast et que tu dis, bah voilà, moi sur mon trajet de travail, je sais qu'il y a une champignonnière, et ben paf, tu sais que tu peux t'arrêter de temps en temps et déjà une première fois pour demander qu'est-ce qu'ils font de leur substrat une fois qu'il a été utilisé, est-ce que c'est possible de le récupérer, et puis tu peux commencer à récupérer, voir si ça pousse. Tu peux avoir des pleurotes gratuites, un peu plus petites, mais gratuites. Et après, une fois que t'as fait une deuxième, troisième tournée peut-être, je crois qu'il en faisait plusieurs, hein, il en fait plusieurs mon collègue. Et ben après, paf, ça te fait un super substrat, un super paillage gratuit. Donc c'est intéressant. Et puis, l'autre astuce pour trouver du paillage gratuitement, ça va être tout simplement le site qu'on connaît tous de petites annonces, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le top. Tu marques sur Le Bon Coin paille,
carton, foin, etc. Enfin, déjà paille, foin, c'est pas mal. Après, tu peux essayer BRF, tout ça. Mais voilà, sur Le Bon Coin, on trouve hyper facilement, pas très loin de chez soi, de la paille, du foin, pour pas trop cher, chez un agriculteur. Ça fait chier parce qu'on va mettre de la paille dans le coffre, ça va faire un peu de saleté, mais voilà, une fois ou deux par an, c'est pas ça qui va nous tuer. Donc voilà, Le Bon Coin, c'est le top. Voilà. Alors maintenant, on va parler de comment pailler son jardin. Alors comment on va pailler son jardin? On va tout simplement, les meilleures périodes pour pailler, ça va être l'automne et le printemps. Ça, c'est selon moi, selon mon expérience, c'est les meilleures périodes. On pourrait se dire, oui, pailler l'été, c'est bien et tout. Je vais pas aller dans les détails, mais en gros, l'été, je trouve que c'est pas top parce que ça va un peu étouffer ton sol. Ça va empêcher aussi, si par exemple, tu as beaucoup de paille et qu'il pleut l'été, l'été, tu préfères que la pluie, elle aille directement sur ton sol pour réhumidifier ton sol et aller directement dans les racines. Alors que si tu pailles l'été et que voilà, il y a des petites pluies de temps en temps et que finalement, la pluie, elle sert juste à mouiller ton paillage et en dessous, ça reste sec, c'est pas top. Donc, voilà, ça dépend aussi des années. Il y a des années, tu auras beaucoup de pluie et puis ça sera pas vrai et tout. Mais voilà, en général, pour moi, selon mon expérience, l'automne et le printemps, c'est top. C'est le mieux pour pailler. Donc voilà, l'automne parce que aussi il y a beaucoup de pluie, donc ton paillage il prend rapidement. Il va rapidement... parce qu'il y a un petit temps entre le moment où tu pailles et le moment où le paillage il s'humidifie, il commence à rentrer en contact avec la terre, où la vie du sol se développe, où il y a un échange qui commence à se faire. Alors que l'automne, tu pailles, une pluie et derrière c'est bon, c'est parti, quoi. Ça commence à faire le boulot. Donc voilà, et surtout un autre conseil pour bien pailler ton jardin, donc automne et printemps, mais aussi hésite pas, je veux dire, à pailler épais. Souvent, après tout dépend, un BRF ça va être quelques centimètres, la paille ça va être pas très épais non plus. Le foin, par contre, vu que c'est un truc qui prend rapidement du volume, là, pareil, on va essayer de pailler. Hésite pas, hein, le foin, genre 20-25 cm, facile, hein, pour bien pailler. Après, c'est pareil, tout dépend ce que tu pailles et tout ça, hein. Mais si tu fais des semis, tu vas pas mettre 25 cm de paille. Mais par exemple, si tu viens de planter tes tomates, ou si c'est pour un arbre fruitier ou des plantes aromatiques, ouais, un bon paillage, ça peut être très, très intéressant. Donc, pour moi, c'est les deux règles à respecter. Bien choisir le moment et aussi l'épaisseur, tout simplement. Et ça aussi, ça se fait tout simplement avec le bon sens, hein. Le BRF, on va pas mettre 25 cm de BRF, quoi. Tu vois, c'est du bon sens, quoi. Ensuite, j'en parlais dans l'ancien podcast. Pour moi, la mauvaise herbe, c'est le meilleur paillage. Oui, c'est un peu fou. Mais en été, pour moi, la mauvaise herbe, c'est le meilleur paillage. Parce qu'un gros paillage, comme je disais, hein, un gros paillage, ça va être une problématique parce que l'eau va pas pouvoir s'infiltrer. S'il pleut, ça va mouiller ton paillage, mais pas ton sol. Et ça peut même asphyxier ton sol parce que voilà, le sol a besoin de respirer. Comme on l'a vu dans l'ancien podcast, le paillage, ça fait un rôle isolant et du coup, ça peut asphyxier ton sol et ça peut aussi l'empêcher de se refroidir. On parlait aussi dans l'ancien podcast que un paillage, ça peut empêcher ton sol de se réchauffer, mais l'été, à l'inverse, ça peut aussi l'empêcher de se refroidir. Donc voilà, pour moi, l'été, c'est vraiment pas top de mettre du paillage. Alors après, si tu mets un petit paillage fin, tu vois, tu mets juste comme ça pour voilà, t'éparpilles un petit peu de paillage à droite, à gauche, ça peut être intéressant, mais pas des gros apports de paillage l'été. En tout cas, pour moi, voilà, laisser des herbes, ça a plein d'avantages parce que ça va protéger la faune qu'il y a dans ton sol. Ça va, oui, tout simplement, les plantes, elles vont créer une réserve pour les plantes du sol, pour la faune aussi qui est à la surface du sol, qui va dégrader la matière organique. Voilà, les petits, j'ai pas envie de dire de bêtises sur les noms des familles des insectes, mais voilà, tous les plantes qui vont dégrader le bois mort, le carbone, qui vont dégrader la matière organique en surface, grâce à tes plantes, elles vont avoir plein d'abris. Même les limaces, c'est trop bien les limaces, non? T'aimes pas les limaces? Non, ouais, non. En fait, ça peut aussi être problématique pour les limaces, mais bon, les limaces en général, l'été, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant. Elles sont plus trop en activité, sauf la nuit un petit peu, j'avoue. Mais voilà, faut faire avec aussi. Et plus justement tu vas faire en sorte d'avoir
eh ben, d'attirer de la faune, d'attirer de la biodiversité, plus il va y avoir une régulation. Parce que les limaces, dans tous les cas, elles seront là. C'est les plus robustes. Elles sont toujours là, quoi qu'il se passe, il y a de la limace. Mais si toi, tu fais en sorte d'avoir un jardin vivant, d'accueillir la faune, d'héberger, de nourrir la faune, eh ben, les limaces ne vont pas être toutes seules. Et vu qu'elles ne sont pas toutes seules, elles ne vont pas pouvoir prendre toute la place. Donc voilà, il va y avoir aussi une régulation qui va se faire. Donc aussi, les mauvaises herbes, ça fait partie de cette régulation. Et puis, en plus, les limaces, elles aiment bien aussi les mauvaises herbes. Elles n'aiment pas seulement que les plantes potagères, quoi. L'autre avantage, donc, c'est un abri à insectes, qui est aussi un petit peu éphémère, comme je disais. Ça va attirer la faune, les insectes, même parfois les insectes pollinisateurs. Donc c'est intéressant. L'autre avantage, comme le paillage, finalement, ça protège de l'érosion. Donc ça va empêcher le vent et l'eau d'emporter ton sol. Parce que les plantes, elles structurent le sol, elles tiennent le sol, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des plantes en mauvaises herbes, entre guillemets, l'été pour le paillage. On va aussi éviter que si par exemple tu as des mauvaises herbes qui deviennent plus grandes, qui prennent plus de place que les plantes que tu cultives, là oui, on va essayer de tailler, on va faire quelque chose, tu vois. Mais tant que ça reste, elles restent juste compagnonnes, tant qu'elles tiennent compagnie à tes plantes, à toi, c'est pas grave, tu vois. Tant que tes plantes dominent sur le truc, voilà, quand tu vas donner de la place à tes plantes, mais pas trop aux mauvaises herbes. Mais ça ne veut pas dire non plus de les éliminer complètement, tu vois. Voilà, donc ça protège de l'érosion. Les racines des mauvaises herbes, et d'ailleurs n'importe quelle racine, elles structurent ton sol, elles créent des galeries. Ces galeries, elles sont bien aussi pour la faune du sol, elles sont bien aussi pour l'eau, pour la circulation de l'eau, pour aussi les mycorhizes. Voilà, est-ce que s'il n'y a pas de racines, les champignons, ils n'ont pas d'intérêt à se développer. Donc voilà, ça garde aussi ton sol structuré, et ça permet à ton sol, de se fertiliser. Ensuite, ça donne des informations aussi sur ton sol, les plantes bio-indicatrices. Si tu as de la prêle qui pousse dans ton potager, ça veut dire que ton sol il est un petit peu asphyxié, quoi, qu'il y a un petit peu d'eau qui stagne, et ça peut être problématique. C'est peut-être pour ça que tu as des plantes de ton potager qui poussent pas très bien. C'est parce que justement il y a peut-être un problème d'asphyxie, de trop plein d'eau. Donc, il faudra peut-être changer l'emplacement du potager, d'où l'intérêt, encore une fois, de faire un design au préalable et pas se lancer comme ça à l'instinct. Mais ça fera le sujet d'un autre épisode. Et puis, l'autre avantage des mauvaises herbes, un avantage pas des moindres, c'est que certaines mauvaises herbes sont tout simplement comestibles. Et oui, le pissenlit, la pâquerette, on en a parlé dans l'autre podcast. Il y a plein de plantes, l'oseille, le plantain, voilà, il y a plein de plantes qui sont soi-disant mauvaises herbes qui sont comestibles. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des plantes comestibles dans son potager. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux erreurs courantes du paillage au jardin. Donc, première erreur, appliquer un paillage acide. On l'a déjà dit, voilà, on va essayer d'éviter d'appliquer un paillage acide. Après, tout dépend, mais en général, trop d'acidité, c'est pas bon pour un sol, quel que soit le type de sol. Même sur un sol qui est déjà acide, justement, on va essayer de pas appliquer de paillage acide parce que ça peut encore aggraver l'acidité, et du coup ça peut être problématique. À part si ton truc c'est de faire pousser des sapins ou des plantes de bruyère, ça peut être intéressant, mais si tu as déjà un sol acide, tu vas éviter d'utiliser du paillage de sapins ou autre, même si en général on va éviter dans tous les cas. Ensuite, pailler, l'autre erreur, ça va être de pailler des plantes qui n'aiment pas l'humidité stagnante. J'en ai parlé un petit peu dans ce podcast, et souvent j'en parle, et voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui paillent pas forcément les endroits où on plante des plantes aromatiques, parce que souvent les plantes aromatiques et médicinales, pas tout le temps bien sûr, mais par exemple la lavande, par exemple le romarin, le thym, c'est des plantes qui aiment pas trop l'humidité stagnante, donc on dit ouais, il faut pas trop pailler. Moi j'ai toujours paillé au pied de ces plantes, j'ai jamais eu trop de soucis,
jamais eu de souci. Après, c'est sûr qu'on va pas planter, on va pas mettre 30-40 cm, quoique des fois j'ai quand même pas mal paillé au Pienaro marin et ça n'a pas posé de problème. Mais voilà, donc on va pas trop non plus pailler les plantes qui n'aiment pas l'humidité stagnante. Donc, par exemple, tu as la betterave où voilà, elle n'a pas besoin d'être trop paillée, mais tu peux pailler autour, mais tu vois, tu vas lui laisser un espace 5, 15, 20 cm par là, j'en sais rien, tu vois, c'est au feeling, mais tu vas lui laisser quand même de l'espace pour que la terre puisse sécher un peu, pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui stagne, justement. Donc la betterave, tout ce qui est aussi culture de ciboulette, l'ail, les oignons, les échalotes, voilà, toutes ces plantes-là qui aiment bien, justement, qui n'aiment pas l'humidité stagnante, eh ben, on va éviter de les tailler, enfin de les pailler. Voilà. Ensuite, l'autre erreur courante du paillage, c'est que souvent, on étouffe le collet. Donc le collet, en gros, tu vois, tu as ta plante, il y a la tige de ta plante qui est à l'extérieur qu'on voit, et ensuite il y a la racine qui est dans la terre. Et ben la frontière entre les racines de la terre et la plante qu'on voit à l'extérieur, il y a, voilà, c'est ce qui est au pied de la plante finalement, au contact de la terre, c'est ce qu'on appelle le collet. C'est un peu le moment où les racines se transforment en tige et inversement, la tige se transforme en racine. Donc ça s'appelle le collet. Quand on paille, eh ben, on fait en sorte, que ce soit une plante, un arbre, un arbuste ou une petite plante, on fait en sorte de ne pas mettre trop de paillage sur ce collet pour pas l'étouffer, pour pas justement qu'il y ait de l'humidité stagnante sur ce collet. Donc voilà, on évite, on laisse un petit peu d'espace au niveau du collet, très peu. On peut se coller un petit peu, mais tu vois, très très peu. Et voilà, donc ça c'est une erreur courante. Une autre erreur que que je vois souvent aussi, c'est que souvent on va pailler moins épais et avec un paillage qui se dégrade vite, là où il y a les annuels et inversement pour les perpétuels. Ce que je veux dire, c'est que on parlait justement dans l'ancien podcast, à des paillages ou par exemple des feuilles mortes. On va prendre l'exemple des feuilles mortes. Tu as des feuilles mortes qui se dégradent rapidement et tu as des feuilles mortes qui se dégradent plutôt lentement. Donc là où on fait le potager, on va plutôt utiliser des plantes qui se dégradent, enfin des paillages ou des feuilles mortes qui se dégradent rapidement, parce que c'est un endroit où on va avoir des successions de cultures, donc c'est un endroit où parfois on aura besoin de retirer le paillage, et du coup si on utilise du BRF au potager, et à chaque fois ça va être chiant parce qu'il va falloir ratisser le BRF, le mettre de côté, faire ce qu'on a à faire, remettre du BRF, tu vois. Donc on utilise le paillage qui se dégrade vite dans les zones, on va dire, de culture un peu plus intensives, où on va avoir plus de succession de cultures, et dans les cultures qui vont être un peu moins intensives, en général dans les zones un peu plus éloignées, zone 3, zone 2-3, comme on l'a vu dans le zonage en permaculture, à ce moment-là, dans ces endroits, on va plutôt utiliser des paillages qui sont plus durables, comme le BRF, comme certaines feuilles mortes qui mettent plus de temps à se dégrader, comme le chêne, le châtaignier, etc. Et donc voilà. Une erreur aussi, c'est qu'on utilise, attention à l'utilisation du type de paillage par rapport au temps qui se dégrade et aussi aux cultures plus ou moins intensives que tu as dans ton jardin. Autre erreur, c'est de pailler trop tôt alors qu'on a une stratégie de semis spontané. Rapidement, le semis spontané, c'est le fait de laisser tes plantes, ça peut être des tomates, ça peut être des salades, monter en graines. Alors, pour la salade, par exemple, si tu as des laitues et que tu t'en récoltes pas, il y en a une que tu récoltes pas et que tu laisses monter en graines, et au bout d'un moment, les graines vont se disperser et l'année prochaine, tu vas avoir des petites salades qui vont pousser, et ça, on appelle des semis spontanés. C'est une stratégie pour avoir... c'est une stratégie qui est quand même assez difficile, parce que faire ses propres semences, bien faire polliniser ses plantes, c'est pas toujours facile. Mais voilà, ça fonctionne quand même pas mal. Et si tu as une stratégie de semi-spontané, pense à ne pas pailler trop tôt dans la saison. Si tu pailles, si tu veux faire des semi-spontanés, paille plutôt avril, tu vois, mars-avril, tout dépend de ta saison, de ta région, de ton climat surtout. Mais voilà, parce que si tu pailles ton jardin alors que tu aimerais qu'il y ait des semis spontanés qui se développent, des petites salades comme on disait,
et ben voilà, ça a posé problématique. Alors après, la tomate, c'est quand même une plante qui pousse de loin, quoi, qui revient de loin, on va dire. C'est vraiment une plante qui, même si si par exemple tu laisses cette année, tu dis ouais, je vais laisser des tomates s'écraser euh, dans mon potager, pourrir, et comme ça l'année prochaine elles vont pousser toutes seules et j'aurai des pieds de tomates. Alors ça marche très bien, et même si tu mets un bon paillage de 10, 15, 20 cm de foin, eh ben, elles passeront à travers. Vraiment, la tomate, c'est une plante qui a pas de mal à germer, quoi, finalement. Elle germe même bien dans le noir, même bien en profondeur. Elle va quand même bien germer. Donc voilà, une fois que bien sûr que le sol sera bien réchauffé. En général, les semis spontanés de tomates, ça pousse pas au mois de mars, hein, c'est plutôt juin-juillet, quoi. Vraiment, il faut qu'il fasse bien chaud. Et là, la tomate, les graines de tomates de l'année dernière peuvent ressortir et ça te fait plein. En général, les plants de tomates qui poussent en spontané comme ça en fin juin, début juillet, c'est ceux qui produisent le plus et c'est ceux qui sont plus résistants à la sécheresse, etc. Parce que justement, la graine, elle germe directement du sol et du coup, la racine, elle part en profondeur. Enfin, il n'y a pas de transplantation, tu vois. Mais voilà, bref. Et autre erreur, c'est d'arracher les herbes avant de pailler, en fait, tout simplement. Souvent, je vois ce truc-là où les gens disent, bon, moi, je vais pailler cet endroit, tu sais quoi, je vais d'abord désherber et puis après, je paille. En fait, n'hésite pas à pailler par-dessus les herbes, en fait. Tu peux, je sais pas, il y a des gros pissenlits ou autres. Après, si c'est un gros, justement, un énorme pissenlit ou une énorme touffe d'herbe, oui, tu peux l'enlever. Mais la plupart des mauvaises herbes, tu peux rajouter ton paillage par-dessus. La mauvaise herbe, elle va se faire étouffer. Après, voilà, comme je disais, on n'est pas forcément. On va essayer de préserver les mauvaises herbes. Mais si vraiment il y a des mauvaises herbes que tu veux te débarrasser, coupe-les pas, arrache-les pas. Tu fais juste un paillage par-dessus et ça va la priver de soleil et elle va pourrir tout simplement, quoi. Donc ça aussi, c'était une erreur qu'on voyait assez souvent. Et puis voilà, bon, on en a fini avec cette session sur le paillage. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, on aura d'autres. Laisse un pouce aussi, ça soutient mon travail, ça me montre que ça aide. Et puis pense à partager ce podcast. Tous les liens sont dans la description. Je peux aussi t'accompagner dans le design de ton jardin. Alors, on a pas mal parlé de design dans ces 2 épisodes spéciaux sur le paillage. Donc si ton but aussi c'est de faire le design de ton jardin, je peux t'accompagner dans cette démarche. Je peux t'aider, te transmettre ma méthode de design, t'accompagner dans ton design. Donc n'hésite pas, toutes les infos seront dans la description et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!